Bonjour ou bonsoir de partout où vous nous regardez sur Niod Info. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Monde en 7, numéro de ce 12 août 2023. Merci à tous de votre fidélité à cette émission qui nous permet à tous de faire un tour d'horizon de l'actualité en 7 jours dans le monde, de faire des analyses, des décryptages de ce qui se passe et apporter plus de lumière à nous téléspectateurs. Je suis Charlotte Guézer. Un réel plaisir aujourd'hui de conduire ce numéro en l'absence de mon collègue Samuel Niaoui. Pour le débat du jour, nous aurons deux invités. Je vous présente Innocent Pato. Bonjour et bienvenue. Vous êtes journaliste. Nous allons donc ouvrir le débat avec vous en attendant que le deuxième invité nous rejoigne en plateau. Direction tout de suite le Niger pour la première partie de cette émission à Abuja au Nigeria. Un deuxième sommet de la CEDEAO s'est tenu jeudi dernier axé sur le Niger. 15 jours après un coup d'État militaire du 23 juillet dans le pays et en lien avec les décisions prises lors de ce sommet, les chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO devaient se retrouver ce samedi à Accra au Ghana pour travailler sur la réactivation et le déploiement de la force d'attente de la CEDEAO au Niger. La réunion se serait finalement reportée pour des raisons techniques selon les dernières informations. Innocent Pato, le Niger traverse une crise politique depuis 2 semaines suite à un coup d'État. La CEDEAO qui réclame le retour du président Mohamed Bazoum au pouvoir a pris des sanctions sévères pour les uns contre le pays. Quels sont vos avis et analyses de cette actualité que vous avez aussi étudié ou observé depuis 2 semaines? Bien, Charlotte, merci et merci chers téléspectateurs. Je dois dire que le dossier du Niger est une patate chaude dans les mains des chefs d'État africains. Et en commencer par le début où l'hypothèse de départ a été ratée. Et dans un premier temps, c'était quoi? Écoutez, vous remettez Bazoum en selle, sinon on frappe. On vient le remettre en selle par la force. Alors, ce qui va en contradiction avec les principes premiers de la CEDEAO qui prônent le dialogue, qui prônent la négociation. Mais l'autre aspect de la chose, c'est quoi? C'est que par le passé, il y avait eu d'autres coups d'État dans la sous-région. Et la CEDEAO n'a pas procédé de la même façon par rapport au Niger. Alors, on se pose des questions. Est-ce une situation de deux poids, deux mesures, ou bien la CEDEAO est en mission? Parce que juste au lendemain de ce coup d'État, on a vu le président français réunir le Conseil de défense et de sécurité en France pour une situation qui se passe en Afrique. Et le président Macron dit qu'il a instruit la CEDEAO de prendre les dispositions nécessaires pour qu'on puisse remettre Bazoum en selle. Alors là, on est tenté de croire que nos chefs d'État sont en mission pour la France. Vous voyez. Mais avant la sous-région, il y a eu la même situation au Tchad. Le président tchadien actuel, c'est par un coup d'État. Parce que le papa a décédé, il y avait un mécanisme, il y avait les prédispositions pour la succession. Ça n'a pas été respecté. Et tenez-vous bien, le président Bazoum, en son temps, était allé défendre cette situation. Pour dire que, écoutez, comme pour dire, entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, la seconde réunion de la CEDEAO, si je peux aller sur ce point, la seconde réunion de la CEDEAO, moi j'ai cru comprendre que c'est une réunion pour que nos chefs d'État puissent se racheter. Parce qu'en clair, ils ont compris qu'ils ont commis une erreur en brandissant en premier la force. Même cette décision de déploiement de la force en attente, je me dis que c'est un langage diplomatique pour dire que, écoutez, quoi qu'on fasse, nous sommes en train de mettre le mécanisme en place, mais croyez-moi, il n'y a que la diplomatie, il n'y a que le dialogue qui puisse régler le problème au Niger. La piste d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger en cas de non-retour ou du président Bazoum n'a pas été, on va dire, est-ce que selon vous, à la deuxième réunion, le ton a été durci ou adouci?
Ça dépend. C'est comme avoir la chose, le verre à moitié plein ou à moitié La piste d'une intervention n'est pas écartée. Elle n'est pas écartée. Mais croyez-moi, je me dis que c'est une façon de dire, écoutez, nous avons toujours cette décision en stand-by. Mais la faisabilité, soyons sérieux sur la faisabilité. Comment est-ce qu'on va procéder? Vous voyez? Et donc, je me dis que la CEDEAO elle-même, elle est en train de se chercher. C'est vrai qu'on ne sort pas les choses qui se passent dans les coulisses, mais je crois savoir que tous les chefs d'État ne sont pas d'accord sur la question. Et si les autres ne sont pas d'accord, comment est-ce que les autres vont procéder et ils vont aller? Mais est-ce qu'ils ont analysé les tenants et les aboutissants? Parce qu'une guerre, c'est quoi? On sait que la guerre, elle commence à telle date. Mais la suite, personne ne la maîtrise. Même l'armée la plus forte peut être surprise sur le terrain. Et si la surprise venait, nous sommes des Africains. Vous voyez? Connaissez-vous à peu près le nombre de Nigériens qu'il y a au Nigeria? Vous connaissez le nombre de Nigériens qu'il y a au Togo? Nous sommes des pays enchevêtrés. Nous sommes les uns dans les autres. Et par conséquent, une guerre au Niger, c'est une guerre contre toute l'Afrique. Mais pourquoi la CEDEAO n'a pas fait la même démarche vis-à-vis de la Guinée? On a applaudi pour le coup d'État en Guinée. Les chefs d'État, je ne veux pas dire qu'ils nous trompent, mais je crois qu'il y en a qui ont souri pour ce qui s'est passé en Guinée. Applaudi, je ne suis pas si certaine, mais accueillir, en tout cas prendre acte de l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président. Vous parliez du Tchad en la personne du fils Idriss Déby, qui aussi a été mandaté dans les premières heures du coup d'État au Niger par la CEDEAO pour discuter d'un dialogue. Parce que ça s'est passé en période Nous allons y revenir plus en détail maintenant que nous avons sur le plateau notre deuxième invité. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Fiagan Vidrakou, bonjour et bienvenue. Vous êtes le deuxième vice-président national de la Nouvelle Vision, parti politique togolais. Comment allez-vous et comment se porte la Nouvelle Vision? Merci Charlotte et bonjour à mon doyen Innocent. Bonjour à toute l'administration de la New World. Je suis heureux d'être encore ici depuis mon retour. Je crois que c'est la première fois. Et la dernière fois, c'était Charlotte et aujourd'hui encore Charlotte. Éternelle Charlotte, j'ai envie de dire. Alors, je transmets au peuple togolais ainsi qu'au peuple frère d'Afrique les salutations de mon parti La Nouvelle Vision ainsi que celles de mon président national, Dr Kodu Vuitton, qui m'a fait l'insigne honneur en me demandant de représenter le parti ce matin ici. J'ai écouté avec beaucoup d'attention d'ailleurs mon cher doyen quand j'arrivais. J'ai trouvé ces propos assez pertinents sur le Niger. Et si vous permettez, je vais rapidement... Justement, dites-nous le coup d'État, un énième coup d'État intervenu dans la sous-région depuis ces dernières années. On en a vécu plusieurs sur le continent, notamment dans la région ouest africaine ou subsaharienne. Encore une fois, un coup d'État au Niger. Quelles sont vos analyses de la situation actuelle? D'abord, je pense qu'en tant que dirigeant de parti politique que je dois être légaliste. Et si je suis légaliste, ça veut dire que je condamne les coups d'État. Je ne peux pas être d'accord parce que si j'étais d'accord avec les coups d'État, je ne serais pas là en train de diriger un parti. Je ne serais pas dans un parti parce que si je suis dans un parti, le principe d'un parti d'abord, c'est d'accéder au pouvoir par les urnes, donc par les élections. Je ne peux pas être d'accord avec les coups d'État. Malgré tout, j'estime que les coups d'État aujourd'hui s'expliquent. On peut les comprendre du moment où nous assistons aujourd'hui avec la typologie, les nouvelles typologies en Sciences Po, nous assistons à divers types de coups d'État. Nous avons des coups d'État, c'est vrai, militaires, mais il y a aussi des coups d'État institutionnels, des coups d'État financiers, des coups d'État de toutes sortes aujourd'hui en Afrique. Et malheureusement, nous ne voyons souvent ces pompiers-là que lorsqu'on parle des coups d'État militaires, alors que lorsque les peuples souffrent sous le joug de leurs chefs d'État qui commettent de jour en jour des coups d'État constitutionnels, des coups d'État institutionnels, des coups d'État financiers, personne ne réagit. Nous prenons le peuple du Niger, et puis c'est le cas actuel. Le peuple du Niger souffre depuis des années entre les mains tantôt des occidentaux et tantôt des orientaux, c'est-à-dire les asiatiques. Mais jamais personne n'a levé le petit doigt, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine, n'a jamais levé le petit doigt pour soutenir le peuple nigérien. Vous avez un pays, moi j'ai été au Niger en 2014 avec mon président où nous avions été invités par le ministère de l'Éducation pour former les enseignants, mon président étant du domaine de l'éducation. Alors je connais un peu le Niger, j'ai sillonné presque tout le pays jusqu'à aller à la frontière avec l'Algérie et tout.
Ce pays-là, où tout le monde vient prendre de l'uranium, parce que nous sommes en période nucléaire, ce pays est l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais il n'est pas acceptable que tous les pays viennent chercher leur puissance. Tous ces pays que nous appelons aujourd'hui puissance nucléaire, la France, les États-Unis, la Russie et tout, que ces pays-là viennent au Niger chercher leur uranium, mais que le Niger soit toujours dans cette situation exécrable. Parce que moi, quand j'ai été au Niger, j'ai été étonné de voir, moi j'ai classé tout de suite, la première fois quand j'ai mis pied à Niamey, je l'ai classé parmi les capitales les plus sales du monde. Niamey était sale. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais c'est un pays très sale. Il n'est pas possible. L'air même que les Nigériens vivent, l'air même qu'ils hument, l'air qu'ils respirent dans ce pays, l'air est sale. C'est pollué. Mais on ne peut pas, le Nigérien, c'est un peu comme chez nous ici, dans le Yoto, où on prend tout le calcaire, là, on fabrique tous les ciments là-bas, ou bien à Kweme, où on prend tout le phosphate, mais que les populations de ces localités soient là à végéter. Il n'est pas acceptable. Donc, qu'on comprenne à un moment donné que les populations prennent sur elles de se dire que nous voulons prendre la situation. Mais c'est ce qui s'est passé en Guinée. C'est ce qui s'est passé au Mali. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Niger. Et peut-être se passera encore. Nous avions parlé sur ce plateau de la fièvre des colonels. Ça se passe comme ça. C'est les mêmes explications. Et pour le cas du Niger, ça s'explique encore. Malheureusement, nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit, dire que nous sommes d'accord pour les coups d'État. Mais nous devons dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir les expliquer et savoir qu'il faut soutenir les populations lorsqu'elles souffrent, lorsqu'elles sont torturées, lorsqu'elles sont maltraitées par leur chef d'État qu'ils ont malheureusement parfois élu ou non. Les coups d'État peuvent s'expliquer selon vos propos, sauf que dans le cas du Niger, la junte au pouvoir ne s'est pas encore véritablement prononcée sur quelles sont les motivations premières pour avoir mené ce coup de force contre le président Bazoum. Vous soulignez très bien parfois la révolte un peu de la population nigérienne, pour rappeler qu'au Niger aujourd'hui, la population en moyenne vit sous le seuil d'un peu plus de $2 par jour, et le Niger est classé parmi les pays encore plus pauvres sur le continent. Sauf que dans ce cas actuel, ce sont des militaires, la garde très rapprochée du président, qui a renversé le président Bazoum. Ce n'était pas suite à un soulèvement populaire. Mais là, où est-ce qu'on se situe pour mieux comprendre le pourquoi de ce coup d'État au Niger? Oui, si je peux prendre la parole, je dois dire un coup d'État reste un coup d'État. Qu'il soit mené par la population, qu'il soit mené par le militaire. Le militaire, après tout, c'est un citoyen du pays. Et quand il voit que ça ne va pas, tout est vraiment exécrable, comme on le dit. Il se doit de prendre ses responsabilités. Et quelque part, c'est là où je suis un peu surpris de l'attitude de la CEDEAO qui brandit la menace de la force en premier. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne n'est en mesure d'expliquer réellement c'est quoi la situation au Niger. Qu'est-ce qui a amené à cela? D'où on devait commencer par un dialogue, une négociation, discuter avec les militaires qui vont donner leurs raisons et on verra, on pourra jauger la part des choses. Mais ce qui est évident, c'est que quoi qu'on fasse, on ne pourra plus remettre Bazoum en place. C'est ce que nos chefs d'État oublient au fin de ça reste tout de même une des exigences de la CEDEAO à l'heure actuelle. Madame, je ne vais pas vous faire une confidence, mais je peux vous rassurer que ça n'aura pas lieu. Parce que quoi? Vous avez vu une arme devant vous? C'est délicat. Et quand on vous menace avec une arme, vous avez des militaires autour de vous, psychologiquement vous êtes diminué. Mais ce Bazoum, le président Bazoum, excusez, peut-il réellement accepter reprendre le pouvoir? Dans quel pays et avec quelle armée? C'est une entité qui est là. Mais cette entité a des ramifications. Aujourd'hui, on voit la population qui réagit. Comment est-ce qu'on pourra faire cela? Aller convaincre la population d'accepter la décision de la CEDEAO, qui est une décision impropre au peuple nigérien, qui est dans son jeu? Je me pose des questions. Et donc, que ce soit un coup d'État civil, un coup d'État militaire, ou je ne sais pas, un coup d'État reste un coup d'État. Le reste, quand on dit de rétablir l'ordre constitutionnel, ça voudrait dire quoi? Honnêtement, ça voudrait dire remettre Bazoum en place, ce qui n'est pas possible, je vous le rassure. Les chefs d'État ouest-africains réunis jeudi en sommet à Abuja ont donné le feu vert pour une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. En l'entame de cette émission, vous dénonciez un peu la précipitation de la CEDEAO sur cette piste-là. Vous partagez cet avis? Est-ce qu'ils sont allés un peu vite en besogne? Cette décision de la CEDEAO, pour moi, elle est aussi
impopulaire qu'impertinente, elle est aussi ridicule que sale. Je pèse mes mots lorsque je le dis. Vous savez, d'abord, moi, je comprends la position du président Ouattara. Il est venu dans un bain de sang au pouvoir. Et ensuite, il a commis lui-même un coup d'État. Il a braqué son pays sur le plan constitutionnel. On a vu comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'il ne se maintienne au pouvoir. Et par contre, la position béninoise, c'est elle que je ne comprends pas trop jusqu'alors, mais j'espère que le président Talon s'expliquera face à son peuple. Je ne pense même pas que le Bénin pourra envoyer des éléments, je ne le pense pas. C'est annoncé, mais je ne le pense pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que fait la CEDEAO, c'est d'autoriser le Nigeria à envahir son voisin du Niger. Parce que la seule armée, la première puissance militaire de la CEDEAO ou de la zone ouest africaine, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria seul qui a les moyens de faire cette guerre. La Côte d'Ivoire dit qu'elle va envoyer 1100 hommes. Non, mais moi, je ne crois même pas que cette guerre pourrait avoir lieu. Parce que d'abord, la situation... Pourquoi est-ce que la CEDEAO n'a pas agi quand il s'agissait du Burkina ou du Mali ou de la Guinée? C'est tout simplement parce que la Côte d'Ivoire, la CEDEAO, c'est qu'elle n'en a pas les moyens. La CEDEAO n'a pas les moyens de cette guerre-là. Mais le Niger est si important parce que le Mali étant déjà fermé, parce que c'est la bonne voie entre le nord de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne pour la France et pour les États-Unis, pour tous les autres pays occidentaux. Donc, on ne peut pas accepter que les deux voies-là se bougent. C'est le Niger et le Mali, c'est les deux voies. Et si aujourd'hui ils ont perdu le Mali, ils doivent tout faire pour garder au moins la Guinée. Donc c'est le Niger. Donc c'est une guerre par procuration. Et c'est le pourquoi d'ailleurs la France a soutenu en des termes très clairs rapidement l'adhésion de la CEDEAO. Alors que les États-Unis, eux au moins, ils ont nuancé leur soutien. Ils n'ont pas dit qu'ils soutenaient la déclaration de guerre, mais ils ont dit qu'ils soutenaient le leadership de la CEDEAO et la façon dont la CEDEAO procède et est en train de gérer la situation à travers le dialogue. J'ai écouté hier la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis auprès de la CEDEAO, sa déclaration. Donc j'ai compris que les États-Unis ont une certaine méfiance par rapport à la situation. La France, elle est claire. Parce que, comme Charles de Gaulle l'avait dit en son temps déjà, le Niger est très important pour eux. Alors, comment est-ce que la CEDEAO peut faire cette guerre? Nous connaissons tout ce que nous appelons ECOMOG. C'est la force de la CEDEAO qui intervient dans ces pays. Cet ECOMOG-là est intervenu plusieurs fois dans plusieurs pays. La première fois, c'était au Libéria, je crois, avec le Samuel Doe. Mais rappelez-vous que c'est dans le bureau du chef de l'ECOMOG que Samuel Doe a été pris, a été arrêté pour être ensuite torturé et tué sur la place publique. Donc, les Comores avaient échoué. Ensuite, il y a eu Sierra Leone. Ensuite, il y a eu plusieurs pays. Et le dernier en date, c'était la Gambie, où ils ont mobilisé en 2017 plusieurs milliers, mais toujours grâce au Nigeria. C'est toujours grâce au Nigeria. C'est le Nigeria qui est la force. Mais en réalité, les Comores, son objectif, c'est de maintenir le cessez-le-feu. La question qu'il faut se demander, il faut se poser en bon africain, c'est de savoir... Parce que quand on parle de cessez-le-feu, c'est qu'il y a deux camps qui s'opposent où il y a un cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu va intervenir comment? Puisqu'il n'y a pas deux camps au Nigeria, il n'y a qu'un seul camp. C'est le camp de Tiani. Tiani, redoutable chef de la garde présidentielle depuis des années, parce qu'il est très très puissant, il est devenu très puissant, c'est lui seul qui dirige. Il n'y a pas eu effusion de sang. Tous les chefs militaires sont ralliés à la personne. Donc, la guerre se trouve maintenant entre le camp de l'Occident et le camp du Niger. Donc le camp de l'Afrique. Le cessez-le-feu que le ECOMOG ira imposer, c'est entre donc l'Occident et le Niger. Mais alors, pour qui bosse la CEDEAO? C'est la question qu'il faut se poser. Pour qui est-ce que la CEDEAO bosse véritablement pour aller proclamer un cessez-le-feu entre l'Occident avec le Niger, dans le propre pays de ce Niger dont nous parlons, et pour finalement imposer qui? Pour faire ramener Bazoum, ça n'arrivera pas. La situation aujourd'hui, moi comme je le disais, la CEDEAO, c'est un peu comme un mourant qui est dans une ambulance en train de transporter vers l'hôpital et qui sait qu'il va mourir et on tente de le... Mais la CEDEAO aujourd'hui doit comprendre que c'est fini. Nous avons des chefs d'État non moins importants comme Faure Gnassingbé, qui est totalement contre cette décision d'entrer en guerre. Nous avons des chefs d'État comme ceux du Mali, de la Guinée, du Burkina qui sont contre. Or, ces quatre pays-là sont très importants pour que la CEDEAO réussisse son coup au Niger. Ça la réunion des chefs d'État-major de l'organisation dont la CEDEAO devrait se tenir ce samedi à Accra, au Ghana. Nous avons eu écho d'un report pour des raisons techniques. Serait le début des préparatifs de cette intervention militaire? Non, moi, je ne suis pas au secret des dieux, mais je suis tenté de dire que c'est une décision sage. Autrement dit, vous dites que vous privilégiez le dialogue. Et en 24 heures d'une réunion, vous mettez en place, vous convoquez l'état-major. À quoi vous jouez finalement? Selon les propos du président ivoirien Alassane Ouattara, la rencontre avec la presse
À Abidjan, au retour du sommet, il a été très clair. Cette intervention pourrait avoir lieu dans les brefs délais. La CEDEAO a un président. La réunion finie. Il va chez lui, il réunit la presse pour renforcer la décision de la CEDEAO. Le président, pour précision, justement, le président ivoirien a-t-il été mandaté ou non? Ça, je ne saurais dire. Je n'étais pas à Abuja. Peut-être que vous avez des éléments là-dessus. Mais même s'il avait été mandaté, madame, vous croyez-moi, la diplomatie aurait voulu qu'il mette sa sagesse en jeu pour dire, écoutez, monsieur le président, c'est vous le président en exercice de la CEDEAO, prenez vos responsabilités et dites ce qu'il faut. Le président Bola n'en parle pas, mais c'est le seul président Ouattara qui crie partout que la guerre se fera. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il est en procuration? Il a une procuration de quelqu'un pour faire la guerre? Je me pose des questions. Hein. Même le peuple ivoirien ne le comprend pas. Donc vous comprenez, madame, que cette décision, on dit que techniquement on n'est pas prêt, mais en africain on dit la petite ronde vaut mieux que la grande. Parce que en 24 heures, voire 48 heures, mettre en place cette force, mais l'élément dialogue, diplomatie que vous mettez en jeu, vous faites quoi de cela? Jusqu'à preuve de contraire, je n'ai jamais vu des émissaires déjà envoyés au Niger. Mais on mobilise la force. Vous voyez un peu ce qui se passe. Bon, écoutez, les Nigériens, ils ne sont pas des faiblards non plus. Est-ce que les militaires au pouvoir aujourd'hui au Niger sont ouverts au dialogue avec la CEDEAO? Non, mais ils étaient ouverts au début. Vous voyez, Tiani, lorsqu'il a d'abord déposé le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas arrivé, il n'est pas venu sur les médias. C'est quelques colonels qui ont fait une déclaration sur les médias. Tiani était tranquille dans son coin avec le chef de l'État comme détenu ou prisonnier, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais il était là, il n'y a rien dit. Oui, c'est après le lendemain que Tiani était déjà désigné. Moi, je pense que Tiani était disposé, du moins la junte était disposée à discuter, sauf que les chefs d'État se sont précipités rapidement pour donner des sanctions, faire ci, faire ça. Et Tiani a dit, vous me sanctionnez, vous fermez les frontières, ensuite vous envoyez des émissaires, ils vont passer par où? Il faut aussi agir dans les premières heures. Oui, mais dans les premières heures, il y avait mieux à faire. Vous savez ce qui c'est? Je disais tantôt que la décision de la CEDEAO était également sale. Je vais expliquer ça. Nous sommes dans une situation où il n'y a pas de guerre dans le pays, il n'y a pas de guerre au Niger, mais vous apportez la guerre. Mais ça n'a pas de sens. Vous apportez la guerre dans un milieu de paix. Il n'y a pas de guerre au Niger, mais vous amenez la guerre carrément au Niger. Parce qu'à chaque fois que la CEDEAO, avec son ECOMOG, son fameux ECOMOG, intervient dans un pays, il a fallu au minimum 2 ans de guerre. Si vous faites très bien les fouilles, il a fallu au minimum. Dans le pays de Samuel Doe, ils ont fait 7 ans. Dans le pays de Charles Taylor, avant que Charles Taylor ne vienne au pouvoir, ils ont fait 2 ans. Et ainsi de suite. C'est seulement en Gambie que l'intervention n'a même pas pu avoir lieu. Du coup, on ne peut pas parler de période. Mais c'est minimum. Donc, ils vont apporter 2 ans de guerre, minimum. Et il faudra que le Niger se défende avec ses alliés, le Burkina et le Mali. Ça va faire une grande guerre. Moi, je ne vois pas, je ne sais pas comment expliquer. C'est inimaginable pour des chefs d'État qui sont censés rendre compte à leur peuple et protéger leur peuple. C'est inimaginable pour eux. Je l'ai dit, je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas, la nouvelle vision n'est pas d'accord avec les coups d'État. Mais on ne peut pas non plus être d'accord qu'on aille déclarer la guerre à un pays qui est en paix. Comme je l'ai dit, c'est autoriser le Nigeria à envahir son voisin du Niger. Oui, je dois rebondir pour dire qu'en fait, c'est comme si dans la sous-région, il n'y avait que la paix. Ouais. Il y a les actes de terrorisme. Partout. Il y a le Boko Haram au Nigeria. Ouais. Et j'aurais préféré que cette force-là soit mobilisée pour faire face à cette situation et que le calme revienne et qu'on puisse voir comment mieux gérer les choses. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas pour les coups d'État, mais croyez-moi, il y en aura toujours. Et vous voulez savoir pourquoi? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand le peuple n'est pas à l'aise, il y a la malgouvernance, il y a la violation des droits de l'homme excessive. Mais qui peut supporter cela? Il y aura toujours quelqu'un pour bondir. Et ce quelqu'un, aux réunions, je vous le dis, mais il y en a en coulisses qui sourient par rapport aux décisions qui sont prises d'envoyer les forces. Il y en a qui diront, moi je n'enverrai pas le moindre scout là-bas. À plus forte raison, un militaire, je n'enverrai personne là-bas pour défendre quoi que ce soit. Allez-y si vous voulez, allez-y et on verra comment vous allez faire cette guerre. Et la guerre contre qui? Et pour l'histoire, vous serez redevable pour des centaines d'années. Parce que l'Africain, il est rancunier. Il garde ça en lui. Vous ouvrez une boîte de Pandore. C'est maintenant que vous créez les vrais terroristes qui vont affronter les Africains et qui vont affronter vos mandataires. Voilà.
La guerre, une guerre au Sahel, selon vous, messieurs, serait plutôt contre le djihadisme, les djihadistes, que contre un peuple quelconque? Normalement, la guerre qui devrait se faire aujourd'hui au Niger, ce devrait être la guerre contre le terrorisme. Nos États, ils ont échoué avec l'histoire de G5 là, ils n'arrivent pas à mobiliser les fonds. Nos États devraient se mettre ensemble pour créer une force qui puisse nous défendre contre le terrorisme. Nous tous, nous sommes aujourd'hui victimes du terrorisme. L'expérience du G5 Sahel. Oui. Mais ça a échoué, oui. Mais ils ont l'espérance de comment, mais les voilà en train de, Ouattara, qui, malgré son expérience et tout, en train de mobiliser une force pour attaquer le Niger. Mais c'est là où je dis que ça n'a aucune espèce de sens en fait. C'est extraordinairement gauche que les chefs d'État se disent que la solution, la bonne solution, c'est de s'attaquer militairement au Niger. Non, et pourquoi? Pour aller installer un individu. Comme si les autres Africains qui meurent ne sont pas des êtres humains. Ils vont préférer plusieurs réunions de la CEDEAO sur la situation qui prévaut. Ils vont favoriser. Personne n'en parle. Ils vont favoriser la croissance de la menace de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger, dont on rappelle un premier ultimatum a connu un échec. Il y a aussi des sanctions très lourdes qui pèsent contre le pays. Justement, nous parlons du Niger, dont vous aviez souligné un peu la situation de la vie sociale et économique du pays. Justement, sur le long terme, est-ce que le Niger aujourd'hui est à même de survivre face à cet embargo? Le Mali le fait, donc le Niger le fera. Malheureusement, c'est ça. Et puis, vous savez, le Niger est un pays, l'Afrique même. Prenons l'Afrique elle-même. L'Afrique elle-même, en réalité, même contrairement à ce que les uns et les autres disent, l'Afrique a les moyens de s'autosuffire. Okay? Et je pense que ce n'est pas pour rien que celui qui a créé ce monde a fait en sorte que l'Afrique soit un continent et les autres aussi, chacun est un continent. Quand vous voyez très bien les États-Unis, c'est un continent qui s'autosuffit en réalité. Quand vous prenez l'Amérique latine, idem. L'Asie, idem. Seule l'Europe a des problèmes de s'autosuffire parce que l'Europe ne veut pas faire un avec la Russie. Sinon, en réalité, ça pouvait s'autosuffire. Mais l'Afrique s'autosuffit. Donc, le Niger, en comptant sur le Burkina, le Mali et la Guinée, qui ont quand même des tractations avec les autres pays, le Mali a bénéficié du soutien de l'Algérie. Bien sûr. Le continent le Niger va suivre. Le Mali a montré la voie. De pauvreté importante. Attendez. Vous avez demandé mais c'est parce que nos ressources sont pillées. De savoir si le Niger pourra survivre. Les Nigériens sont déjà morts. Si vous voyez comment leurs ressources sont exploitées et comment ils vivent aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont déjà morts. Mais faites mener les sanctions. Puisque nous sommes déjà morts, qu'est-ce que ces sanctions vont nous faire encore? Et donc, c'est dans cette situation que nous nous retrouvons actuellement. Il vaut mieux aller négocier. Négocier avec ceux qui ont la situation en main pour voir comment est-ce qu'on peut essayer d'arranger les choses à l'avenir. Et il faudrait que la CEDEAO se retrouve, fasse une introspection, faire l'état des lieux. Il y a coup d'État au Burkina, il y a eu au Mali, il y a eu en Guinée, il y en a au Niger. Qu'est-ce qui ne va pas? Et poser réellement le problème, confier la mission à des experts qui vont vous produire des études poussées, approfondies, avec des propositions, avec une sorte de cette situation. Et sans oublier, oui, je souhaiterais ajouter un mot, sans oublier qu'il faut interroger le peuple nigérien. Moi, personnellement, avant de venir sur ce plateau, j'ai échangé avec des amis qui se trouvent au Niger. Comme je l'ai dit, j'ai eu à faire quelques trucs là-bas, donc j'en connais un peu. J'ai échangé également avec des Nigériens dans la semaine qui sont parmi nous ici, qui vendent un peu partout. Ils sont tous d'accord en fait avec le coup d'État. C'est ça en fait ce que la CEDEAO n'arrive pas à voir. Tous les Nigériens, moi l'échantillon que j'ai pris, c'est à 100% oui pour le coup d'État. 100%. Il n'y a pas un seul parmi eux qui est même fait, qui est nuancé, qui a apporté une petite nuance. Eux tous disent que c'est bien. On a déposé Bazoum, c'est bien, et ils ont salué le coup d'État. Non, mais lorsque déjà, parce que si la CEDEAO veut intervenir en tant que CEDEAO en réalité, communauté qui est censée protéger les pays et leur peuple, la CEDEAO doit pouvoir écouter ce que le peuple veut et lui faire ça. Et ce que le peuple veut, le peuple salue le coup d'État. Mais avant d'aller intervenir, demandez-vous si le peuple que vous prétendez défendre là, ce peuple-là est d'accord avec vous ou pas. Mais ce peuple salue ce qui s'est passé. Mais alors, qu'est-ce que vous allez chercher? Et dans ce climat très tendu à Niamey, la capitale nigérienne, une manifestation pacifique a eu lieu une fois encore ce vendredi devant l'ambassade de France. La question qu'on se pose, quelle est l'erreur commise par la France
au Sahel et encore précisément au Niger? Je l'ai dit au départ. Au lendemain du coup d'État au Niger, le président Macron a réuni le Conseil de défense et de sécurité. Et le Conseil de défense et de sécurité s'occupe de la sécurité intérieure de la France. Oui, bien avant même cette sortie de la France, selon les interviews recueillies, en tout cas par nos confrères de médias internationaux. En France, au Niger, déjà, la population dénonce une mainmise de longue date datant de la France au Niamey. Mais justement, qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? Oui, mais depuis toujours, quelle a été l'erreur de la France? C'est un phénomène naturel dans la sous-région. Parce qu'on se rend compte que partout où la France est, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Bon, maintenant, où se trouvent réellement les problèmes? D'aucuns pensent que les accords au niveau de l'exploitation des ressources naturelles ne sont pas d'actualité et qu'il faille revoir ces accords. Et quelque part aussi, certains se disent ah, c'est comme si la France est le protégé de certains chefs d'État qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, nos populations ne sont pas dues. Aujourd'hui, les gens savent ce qui se passe. Et c'est ça qui amène ce sentiment un peu pour dire non à ce que la France fait, mais pas non à la France, mais à ce que la France fait. C'est mon interprétation de la chose. Une nouvelle manifestation contre la France à Niamey. Oui, n'oublions pas la gestion qui est faite des ressources naturelles du Niger. C'est là même le problème. Parce que toute la richesse du Niger aujourd'hui est basée sur ces ressources-là. Dans l'uranium. Oui, dans l'uranium, qui est très important, je le rappelle encore, très important dans la course à l'armement de tous les grands pays. Nous parlons là du nucléaire. Alors, cette gestion qui est faite depuis des temps très lointains, très immémoriaux, nous le savons, cette gestion-là maintient le Niger dans cette condition exécrable que nous connaissons. On ne peut pas, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, on ne peut pas accepter que le Niger fournisse tout à tous ces puissants pays et pendant ce temps, sa population végète. On ne peut pas l'accepter. C'est là la base même du problème. La France a toujours été le pays le plus puissant dans cette zone-là. J'avais cité De Gaulle qui disait qu'il fallait tout faire pour maintenir le Niger parce qu'il était important que le Niger soit cette route-là qu'on utilise et en plus pour ses ressources, le pétrole, l'uranium et tout le reste. C'est important pour ces pays. Alors, le jour là, c'est le pourquoi, lorsque ça a commencé, le président Macron a mobilisé en même temps sa garde, a mobilisé son armée. Parce que Macron savait qu'il fallait en même temps prévenir une guerre. Parce qu'il sait que s'il perd le Niger, c'est fini. Il ne peut pas être ce président-là qui aura perdu le Niger. S'il perd le Niger, c'est fini. Ils ont perdu le Mali. Ils sont en train de perdre le Niger. Mais c'est fini, il ne peut plus rien faire. Mais alors, quel autre pays? Peut-être le Sénégal, où aujourd'hui, avec l'avènement Sonko et tout le monde maintenant les yeux braqués, les Sénégalais aussi bientôt, ils ne vont plus vouloir la France. Le Niger, dernier retrait de la France dans le Sahel? Bon, reprenez un peu. Est-ce que le Niger est le seul pays où encore la France existe entre guillemets? Non, il y a bien d'autres pays africains. Hein. Dans le Togo. Bon, oui, il y a bien d'autres pays africains. Et en Côte d'Ivoire, la France est bien présente. Et c'est ça qui fait tiquer un peu par rapport aux positions du président Ouattara, que je respecte beaucoup, mais qui me surprend parce que c'est vrai, il y a les intérêts de la France, mais nous sommes des Africains avant tout. Hein. Et donc, il faut qu'on voit les besoins des Africains, les problèmes des Africains et penser le problème en africain. Mais en clair, quelque part, comment comprendre la réaction de la France? La France, c'est une défense des intérêts ou en tant qu'autorité de tutelle, on connaît les relations entre les pays francophones d'Afrique et la France. Est-ce que défend Non, la France défend ses intérêts, ça c'est clair. De Gaulle l'avait dit, la France n'a pas d'amis. Les États n'ont pas d'amis. Des intérêts. Ils n'ont que des intérêts. Des intérêts. La France défend ses intérêts. Et les intérêts, je les avais cités. Il faut continuer à affirmer sa suprématie dans le monde, avec l'uranium, avec le nucléaire. Écoutez, aujourd'hui, il y a une russialisation de l'Afrique, hein, petit à petit. Déjà, lors de la manifestation devant le truc là de la France, il y avait des drapeaux russes et des drapeaux nigériens. C'est quand même un fort message. C'était les deux drapeaux. Il n'y a pas eu de drapeau français ou américain, il y a eu des drapeaux nigériens et des drapeaux russes.
cette propension-là qui conduit les peuples africains ou certains peuples africains vers la Russie, c'est aussi un message pour la France. Nous savons que la Russie, elle fait 17 millions de kilomètres carrés, la France fait 550 000, donc vous savez, quelque chose de quoi, 40 fois environ la France. La Russie est déjà trop puissante dans l'apparence. Si la France perd le Niger, après avoir perdu le Mali, mais c'est fini, hein. C'est vraiment fini. Donc, la France réagit aujourd'hui en défendant ses terrains, ses intérêts. C'est tout ce qui compte. Aux côtés des pays du Sahel pour lutter contre le terrorisme ou les djihadistes de par la force Barkhane. Aujourd'hui, la force Barkhane qui a quitté des pays comme le Mali et aussi la MINUSMA qui a été soignée de partir. Et est-ce que sans ces forces étrangères, le Sahel, les pays du Sahel ont cette capacité de faire face à eux seuls? Il faut d'abord se demander avec ces forces, quelle était la situation. Il faut d'abord se demander d'où viennent ces terroristes et quelles armes ils utilisent. Au nom de partenariats. C'était des soutiens, mais quel était le résultat? Le résultat ne suit pas. C'est pourquoi, à un moment donné, ils ont jugé que, écoutez, puisque le résultat ne vient pas, il vaut mieux quitter, parce qu'après tout, c'est des ressources qui sont engagées. C'est le pays qui est occupé. Et donc, on ne voit pas le résultat qui suit. Dans le même temps, le retour des militaires au pouvoir dans ces pays est quelque part aussi justifié par le fait que les pays, le terrorisme gagne trop du terrain. Trop du terrain, justement. Bien sûr. Il faut des hommes plus forts. Il faut des hommes plus forts pour tenir à la réalité. Des lectures font état de complicité par moment avec les terroristes. Et comment est-ce que vous pouvez accepter cela? Quelqu'un qui vient pour vous aider, il est ami de celui-là qui vous agresse. Alors, comment le sait-on? Bon, la France est l'un des plus grands pays exportateurs d'armes au monde. Bon, ça déjà, on ne va pas aller fouiller, on le sait. La France, on a vu la situation au Mali, le pays a été divisé carrément en deux. Il y a des localités, quand il faut les visiter, il faut payer une redevance. Ça, c'est la France qui, avec son armée, s'est interposée entre maintenant le président qui dirigeait et les terroristes, et la France avec son armée était au milieu, il fallait passer par là, payer une redevance de l'autre côté. Mais ça, c'est quel genre de paix, ça? Si la France veut vraiment aider, la France va aider. La France a des satellites. La France a des moyens pour détecter là où se trouvent ces barbares-là que nous appelons terroristes. Mais qui ne sait pas que... les terroristes, d'abord, où est-ce qu'ils trouvent leurs armes? C'est vrai qu'on a dit qu'il y a des armes qui ont circulé après l'attaque de la Libye. Mais qui a attaqué la Libye? C'est la France. Mais ensuite, après les armes qui circulent là, comment elles font pour circuler? Mais ces armes-là, elles sont vieilles de plusieurs années déjà. Les terroristes reçoivent quand même de nouvelles cargaisons d'armes. Mais elles les reçoivent d'où? De quel pays? Quel pays fabrique ces armes-là? Et comment est-ce qu'on achemine les armes-là vers ces pays? Est-ce que c'est souterrain? C'est des voies souterraines? Mais la France peut détecter tout ça. La France a les moyens. Si la France veut mettre fin au terrorisme en Afrique, le terrorisme prendra fin. La France en a les moyens. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle ne le veut pas. Parce que cette situation de guerre lui permet de gagner 2 ou 3 choses importantes quand même pour son maintien au monde. C'est simple. Donc, au vu des moyens technologiques dont dispose la France, on est tenté de se dire, mais écoutez, avec tout ce que vous avez, le résultat, on n'a que de piètres résultats. Alors, donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui fait croire à certains qu'il y a une certaine complicité par moment. Le Burkina Faso, le Mali, et la Guinée et le Niger font aujourd'hui bloc face à la CEDEAO. Tous ces pays sont membres des pays sahéliens. Des pays sahéliens qui sont tous membres de la CEDEAO, de l'organisation. Et est-ce qu'on va vers une reconfiguration? Les pays dirigés par les militaires. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Oui. Parce que là, nous parlons de 4 chefs d'État. J'ai cité le 5e, le Togo. Parce que pour moi, c'est important. Le Togo, même s'il ne parle pas beaucoup dans cette situation, le Togo a créé et a maintenu une relation très saine avec le Mali, avec la junte au pouvoir. Aujourd'hui, la junte respecte beaucoup le Togo, respecte notre chef d'État. Le Togo maintient également une très bonne relation avec le Burkina, une très bonne avec la Guinée et une très bonne avec le Niger. Mais ça, c'est évident. C'est le pourquoi, même si on ne cite pas le Togo parmi les 4 là, je dis que le Togo a un rôle très important à jouer. Les 4 sont trop importants, et pour la France, et pour les États-Unis, et pour la Russie, pour que la CEDEAO se prive de ces 4 là. Et 4 plus 1. Le 1 là, c'est le Togo. Le Togo est tellement respecté aujourd'hui dans la sous-région
par le rôle que notre chef d'État a joué récemment, ces derniers mois, nous avons eu une diplomatie assez active. C'est vrai que je suis d'un parti politique non au pouvoir, mais je suis obligé de reconnaître qu'il y a quand même une belle avancée sur le plan diplomatique en Afrique. Les efforts ont été fournis. Et grâce à ces efforts, notre chef d'État est très respecté dans ces pays-là. Donc il ne faut pas continuer à voir la CEDEAO comme on la voyait il y a quelques mois. La CEDEAO aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Moi, je ne pense même pas qu'après le passage de ces chefs d'État-là, quel que soit ce qui va se passer avec les militaires au pouvoir, je ne pense pas que la CEDEAO en sortira avec les mêmes plumes. Elle va devoir changer de plume. Elle va devoir renaître. Dernière question pour vous. Je voudrais ajouter pour dire qu'en fait, c'est une tradition pour le Togo. Le Togo, de par le passé, a toujours joué de beaux rôles dans des situations de conflit. Et c'est un pays qui est respecté, d'où la petite chanson, un pays n'est jamais grand par son étendue, mais par la valeur de ses enfants. Une dernière question pour boucler cette première partie du mandat 7 de ce jour. Les pays sahéliens, aujourd'hui, qui ont été majoritairement, en tout cas fortement présents lors du sommet Russie-Afrique, c'est clair, font face à la Russie aujourd'hui, on se retourne vers la Russie, en tout cas pour de nouveaux partenariats. Lors de ce sommet, beaucoup de promesses ont été faites, des investissements, entre autres. En quoi est-ce que ce nouveau partenaire serait meilleur, ou ces nouveaux partenariats? Oui, c'est très important, comme on l'a dit avec le président de Gaulle, et c'est valable aussi pour les pays africains. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc c'est un nouveau mariage qui est en train d'être scellé. On verra ce que ça va donner. Et très rapidement, si ça ne va pas, on prendra d'autres positions. Vous avez vu avec la Chine. La Chine est venue en Afrique. Elle a ouvert les portes. Les pays africains ont mené de très bonnes relations avec la Chine. La Chine fait énormément en Afrique. Sans tambour ni fanfare, mais la Chine fait bien en Afrique. Bon, maintenant, la Russie dit, OK, je vous fais des promesses. On verra. On les verra à l'œuvre. Si ça ne marche pas, on fera... les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui se passe avec nos partenaires d'hier va se passer encore avec eux. Mais nous souhaitons vivement que chacun tire les leçons de ce qui se passe pour que les relations soient plus saines. Vous attendez également de grands changements moi, je ne voudrais pas qu'on se mette à comparer, malheureusement les gens le feront toujours, à faire une comparaison entre les relations entre l'Afrique et la Russie et entre l'Afrique et l'Occident. Parce que je ne veux pas qu'on les compare parce qu'on risque de tomber dans les mêmes erreurs. La France ou l'Occident, l'Occident est venu d'abord en colon. On nous a colonisés, ensuite après il y a eu décolonisation. Nous savons aujourd'hui ce qu'il y en a. C'est impérialisme dans un sens moderne du thème. Et en allant vers la Russie, moi je voudrais juste qu'on fasse l'effort d'éviter que ce qui s'est passé hier et se passe aujourd'hui, qu'on évite que ça se passe avec la Russie. Qu'on discute d'égal à égal avec la Russie. La Russie, après tout, c'est un pays. Le Niger est un pays, le Togo est un pays, nous sommes tous des pays. C'est important qu'on sache que lorsque nous, Africains, les 55 pays, nous allons en Russie, c'est 55 pays qui vont discuter avec un seul pays. Attention, peu importe la superficie. Il faudrait qu'on arrive à ne pas oublier cet aspect de la chose, à chaque fois qu'on y va, qu'on ne perde pas de vue cela, afin qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs qu'avant où 550 000 km² ont gouverné plus de 30 millions de kilomètres carrés. C'est pas bien du tout. Je voudrais rebondir un peu très rapidement pour dire que malheureusement, c'est ce qu'on risque de vivre. Et il faut vraiment pourquoi. Parce que en fait, si on prend le Mali, le Burkina, la Guinée, peut-être le Niger, la Russie vient au moment où ils sont en crise. La Russie vient en tant que sauveur. Et là, dans le cas d'espèce, quel accord vous pouvez signer d'égal à égal? Vous êtes en position de faiblesse. Et tout ce qu'on vous donne, vous prenez. Demain, on vous sort la facture. Vous respectez, sinon, ils vous aident à faire d'autres coups d'État et à mettre maintenant leurs hommes et à diriger l'Afrique sur une longue période. Mais dans tous les cas, la Russie aussi aujourd'hui a besoin d'alliés. La Russie est en guerre contre l'Europe et les États-Unis. Elle aussi, elle a besoin d'alliés. C'est un paramètre important. L'Afrique aussi pourrait en tirer profit. Si aujourd'hui tous les pays africains font une déclaration et disent nous sommes avec la Russie, vous savez le coût que ça va constituer à l'Europe. Merci pour vos réactions. On va marquer la première pause dans cette émission pour une nouvelle édition du journal et on se retrouve derrière pour la suite du Monde en 7.